soit l'enfant qui déjà si jeune subit la dureté de la vie. Ange doux regard, gorgé de bonté, a déjà le cœur meurtri par l'inconscience de l'aîné. Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez dans cette émission. Il constitue un frein à l'épanouissement des enfants et plus encore hypothèque leur avenir. Le mariage des enfants et les grossesses en milieu scolaire sont les maux dont souffrent certains pays africains. Les luttes menées contre ces phénomènes n'ont pas encore réussi à totalement les freiner. Ces deux phénomènes ont fait l'objet de plaidoyers respectivement au Burkina Faso et en France lors de la Journée internationale de la fille. C'était le 11 octobre dernier. Gloria Awanou, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous êtes la présidente des enfants mères de l'Association nationale du Conseil des enfants. Vous étiez à Ouagadougou, vous êtes donc sur ce plateau pour partager avec vos pairs le contenu de vos échanges au Burkina Faso à l'occasion de Africa Dialogue. Exactement, monsieur le journaliste. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Chanceline Mevawanou, vous êtes, jeune activiste béninoise contre le mariage des enfants et les grossesses précoces. Vous étiez, vous, au Parlement et au Sénat français pour un plaidoyer contre ces deux phénomènes. Et puis, bienvenue à vous aussi d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et puis, vous n'êtes pas seul, il y a ces autres invités, une vingtaine d'enfants, notamment le représentant de l'UNICEF qui est aussi sur ce plateau pour certainement appuyer ces enfants. Et puis donc voilà, ce beau monde venu à l'occasion de la Journée mondiale de l'enfance célébrée les 20 novembre de chaque année, venu donc échanger sur ces deux fléaux. Merci à vous tous, chers invités, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et voilà, donc le décor ainsi planté, nous allons d'abord voir ces images de Gloria avec un extrait de son exposé au Burkina Faso. On va faire un tour à la régie pour voir ces images. Prenons la commune de Malanville. Il y a la prostitution des jeunes filles, des filles âgées de moins de 12 ans. Et qu'est-ce qui se passe dans cette commune? Il y a des clubs de pornographie où il y a des filles et il y a des adultes qui viennent chercher ces filles-là, qui les payent ou qui les achètent. À Parakou, dans ma commune, il y a un taux élevé de grossesse en milieu scolaire, c'est-à-dire beaucoup de filles tombent enceintes sur les bancs. Et à Baka, qui est, disons, comme un village à quelques kilomètres de Parakou, nous avons constaté que les élèves ne sont pas dans des bâtiments solides pour les études. Ils sont dans des bâtiments construits avec des matériaux précaires. Ils n'ont pas de tableau. Ils sont assis à même le sol. Leurs instruments géométriques sont cassés et sont confrontés. Voilà donc un exposé émouvant de Gloria. C'était donc à l'occasion de son passage au Burkina Faso. On retourne à la régie pour voir, pour nous imprégner des images de Chanceline au Parlement et au Sénat français. Regardez. Les parents disent que c'est pour protéger l'enfant qu'on donne l'enfant en mariage. Peut-être qu'à la maison, il n'y a pas les moyens pour prendre soin de l'enfant et les parents supposent que chez le mari, l'enfant aura la protection, manger bien, alors que c'est tout le contraire qui se passe, puisque l'enfant ne voulant pas chez son mari, elle est violée et battue et tout. Et ces filles disent souvent qu'elles n'ont pas le choix et elles ne savent pas qu'elles ont le droit de dire non, elles ne savent pas qu'elles ont le droit de refuser. Il y en a parmi de ces filles qui pensent que ce qui leur arrive, c'est lié à un destin, que c'est comme ça que cela doit être. Donc, nous, ce que nous faisons beaucoup, c'est d'informer ces filles. J'ai travaillé avec UNICEF Bénin sur la campagne Tolérance Zéro au mariage des filles. Voilà, c'est ce qui est de Chanceline à l'occasion, elle, de son passage devant la représentation française et au Sénat français. Donc, Gloria Awanou, vous qui êtes vous qui faites partie de l'Association nationale des enfants mères, du Conseil des enfants du Bénin, de quoi s'agit-il concrètement, une association des mères?
des enfants. Merci, monsieur le journaliste. Moi, je m'appelle Gloria Ayanou. Je suis la présidente de l'ANASEB. En fait, l'ANASEB, c'est l'Association nationale des conseils d'enfants du Bénin. Cette association regroupe les conseils municipaux ou communaux enfants. On parle de conseil municipal lorsque le conseil se retrouve dans une ville à statut particulier, par exemple Parakou, Porto-Novo, Cotonou, et de conseil communal dans les autres villes du Bénin. Donc, à part les conseils communaux municipaux enfants, il y a les gouvernements scolaires au sein desquels on retrouve 7 ministres et à la tête duquel il y a le premier ministre qui coordonne le travail dans le gouvernement scolaire. Et ces gouvernements scolaires, on les retrouve dans chaque école, que ce soit collège ou primaire, public ou privé. Donc, à part cela, il y a les conseils de quartier de ville ou de village qui regroupent les premiers ministres de chaque gouvernement scolaire. Donc, l'ANASEB, c'est cette association-là qui vise à développer le leadership des enfants, à permettre que les enfants puissent participer aux prises de décision les concernant. Donc, voilà un peu ce que c'est que l'ANASEB. Merci à vous, Gloria. Nous nous tournons vers Chanceline Mevawanou. Vous qui êtes activiste, qu'est-ce que c'est et pourquoi contre le mariage des enfants et les grossesses précoces? Merci. Un activiste, c'est quelqu'un d'abord qui a des convictions et qui se bat au sein de la société pour apporter un changement dans cette société-là. Vous l'avez dit, il y a plusieurs mots qui minent notre société. Donc, les activistes ont pour rôle d'agir pour impacter et apporter une solution, surtout par des actions, et d'influencer les autres personnes qui sont dans la société à s'inscrire dans une logique de changement de comportement pour participer au développement de la société. Alors, pourquoi un activisme contre le mariage forcé et les grossesses? Très tôt, moi, j'ai été frappée par la réalité autour de moi. J'ai habité à Vrancou, qui est un village du Bénin, un peu après Porto-Novo. Et très tôt, au collège, j'ai vu beaucoup de filles qui sont tombées enceintes et qui se sont vues dans l'obligation de quitter la maison, de se retrouver chez les parents de l'auteur de la grossesse et qui n'ont pas le soin qu'il faut avec un bébé, qui ont abandonné l'école, qui se sont retrouvées très seules. Dans le même temps, je vois d'autres filles qui ont eu la chance d'aller à l'école, de réussir et d'avoir une vie de rêve. Je me suis dit, si c'est possible pour certaines filles, pourquoi alors ce ne serait pas possible pour d'autres filles? Parce que le problème, c'est que beaucoup de filles n'ont pas l'information. Donc, durant mon enfance au collège, ça m'a tellement marqué. Je me suis dit, il faut que je fasse des actions, il faut que je change la vie de ces filles en les informant. Donc, c'est de là qu'est né mon engagement. Vous, ça a été possible avec vous parce que vous avez échappé à ça. Oui, mais comment? Déjà très tôt, j'ai eu la chance de connaître le programme PISCOR qui a travaillé avec moi. J'ai été boursière du programme. Donc, on m'a formée et il y a eu un suivi. Déjà, il y a eu un processus de prise de conscience et ça m'a permis de sortir de l'ignorance et de voir une autre opportunité. Donc, ce n'est pas ce programme que plus tard, j'ai commencé par mener des actions. Gloria, votre passage au Burkina Faso, c'était un hasard. Sinon, comment le choix s'est-il porté sur vous? Est-ce que parce que vous êtes peut-être la présidente de l'association des enfants MEC qu'on vous a choisi? Dites-nous comment ça s'est fait que c'est vous qui êtes parti au Burkina Faso. Merci, monsieur le journaliste. D'abord, c'est après avoir organisé notre tournée de plaidoyer dans certaines communes du Bénin, que l'UNICEF nous a vu toutes les actions que nous avons menées. Donc, l'UNICEF a jugé bon pour cette deuxième édition de Africa Dialogue au Burkina Faso d'envoyer un représentant de l'ANASEB. Donc, en qualité, d'abord pour nos actions menées lors de la tournée de plaidoyer, et aussi pour l'excellence que j'ai au niveau scolaire. Que vous incarnez. D'accord, allez-y. Donc, c'était à cause de ça, à cause de cette excellence-là et à cause de toutes les actions que nous avons menées. Parce que l'UNICEF a aussi jugé bon de nous envoyer sur le terrain pour que nous puissions aussi vivre les réalités d'autres contrées. Oui. Oui, voilà. Donc, voilà pourquoi j'ai été choisie.
Et votre expérience, vous l'avez aimée? Est-ce que ça a été bien là-bas au Burkina? Oui, j'aime. Est-ce qu'ils vous ont accueilli? On dit que c'est le pays des hommes intègres. Les Burkinabés vous ont bien accueilli. Est-ce que vous êtes senti chez vous? Oui, j'étais vraiment contente d'y aller parce que j'ai fait de belles connaissances, j'ai appris de nouvelles choses. Et vraiment, si on me disait de revivre cette expérience-là, je la revivrais avec plaisir. Chancine Mevawanou, vous avez été choisie pour prester devant le Sénat et le Parlement français. Comment ça s'est fait et votre identification a été faite comment? J'ai travaillé avec UNICEF sur la campagne Tolérance zéro, violence faite aux enfants. Et il était question de créer des supports à utiliser lors des sensibilisations. Je fais un peu du slam, de la poésie, donc UNICEF a lancé et j'ai postulé pour être artiste pouvant aider à produire des œuvres afin de toucher les personnes qui ne comprennent pas forcément français, puisqu'il était question de produire ces œuvres en langue nationale. Donc j'ai postulé, on m'a retenu pour slam et théâtre et on a fait l'atelier à Bomé et avec d'autres artistes, on a réfléchi, on a créé une pièce avec des marionnettes où on a produit l'histoire d'une fille, tout ce qu'elle peut vivre chez un mari contre sa volonté. Et en dehors de ça, j'ai écrit un texte aussi sur les mariages forcés et j'ai commencé par en parler. Pendant les vacances, j'avais tellement envie d'aider les jeunes à passer des vacances saines parce que les moments de vacances sont des moments où on se livre à beaucoup de comportements à risque qui peut donner une grossesse. J'ai travaillé avec une trentaine de jeunes. Donc, au vu de toutes ces actions, quand l'occasion s'est présentée, on m'a appelé et j'ai accepté de faire. Tous les enfants du Bénin ou du monde n'ont pas la chance que vous avez. Quelle appréciation vous avez donc à faire sur les actions de l'UNICEF, par exemple? Juste un petit mot, hein, c'est pas... moi je pense que l'UNICEF fait beaucoup et ce qui m'impressionne dans leur travail, c'est que l'UNICEF s'inspire des réalités des populations pour faire d'eux-mêmes des acteurs de changement. C'est ça qui m'impressionne. Voilà, vous étiez au Sénat et au Parlement français pour parler mariage des enfants et grossesse précoce. Comment ces deux problématiques, ces deux concepts ces deux problématiques sont-elles perçues dans ces deux institutions françaises? D'abord, les gens savent que les grossesses précoces existent et que les mariages forcés existent, mais ne savent pas forcément comment est-ce que cela se passe. Donc d'abord au Sénat, dans la matinée du 11 octobre, j'ai fait un speech de 15 minutes où j'ai présenté l'état des lieux, les grandes statistiques en matière de mariage forcé et de grossesse au Bénin et j'ai présenté les actions que nous menons. Donc, ce qui m'a un peu impressionné, c'est... Je parie que vous avez noirci le tableau là-bas. Non, non, du tout pas. Le tableau. Non, pas forcément. J'ai parlé de ce qui est des grandes Vous avez caché des réalités. Et j'ai parlé aussi de nos actions, les actions que nous menons, puisque c'est aussi l'autre partie de la chose. C'est vrai que ce fléau existe. Vous avez, comme on le dit traditionnellement, vous avez renfermer le dos du Bénin? Non, j'ai parlé de la réalité. Vous avez parlé de la réalité. J'ai parlé de la réalité. L'autre chose, c'est que ces fléaux existent, mais le fait que nous, les jeunes, nous menons au quotidien des actions, je pense que c'est le côté de la chose qui a beaucoup intéressé. Donc, beaucoup ne savaient pas, par exemple, pourquoi est-ce que les parents donnaient. Ils pensaient que les parents étaient mauvais parce qu'ils sont mauvais, ils donnent leurs enfants en mariage. Mais non, les parents donnent les enfants en mariage en pensant que chez le mari, l'enfant aura la protection nécessaire qu'il faut. Alors que les parents eux-mêmes, ils sont peut-être naïfs, ils ne savent pas que chez le mari, l'enfant sera violé. Donc il y a ce côté de la chose que les gens là-bas ne voyaient pas forcément. Peut-être que les parents étaient caricaturés de méchants. J'ai expliqué que ce n'était pas par méchanceté, mais c'était dans l'intention de protéger l'enfant, mais une protection qu'eux-mêmes ne voient pas comme une menace à l'épanouissement de l'enfant-là. Et j'ai fait des recommandations par la suite également. Gloria, est-ce qu'au Burkina Faso, les gens ont été surpris là-bas des réalités que vous avez dévoilées, notamment les grossesses précoces et les mariages forcés que nous vivons au Bénin? Est-ce que ces réalités-là, on ne les retrouve pas aussi là-bas? Bien sûr, on les retrouve. Est-ce que vous avez senti que les gens étaient surpris de vous entendre parler de ces choses-là là-bas? Il y a d'autres personnes qui étaient surprises. Parce que bon, ces personnes-là ne sont pas informées, elles ne savent pas ce qui se passe.
Donc, il y en a d'autres qui n'étaient pas étonnés, qui disent, ah voilà, il y a aussi ça au Bénin. Donc, ce n'est pas seulement dans mon pays, c'est partout. Mais il y a d'autres qui étaient vraiment surprises. Dans quelles conditions vos échanges sont-elles déroulés là-bas et sur quoi votre argumentaire s'est-il basé? D'abord au Sénat, il y avait les journalistes, les responsables des associations de la société civile, il y avait des sénateurs, des sénatrices également. Moi, j'ai structuré mon argumentation sur 3 volets. D'abord, l'état des lieux, je l'ai déjà parlé de ce qui était. J'ai parlé des actions que nous menons et par la suite, j'ai proposé des recommandations qu'ils peuvent mettre, puisque l'objectif, c'était de faire de la question des filles une priorité au G7 prochain. Donc, il fallait montrer que le problème, il est là et il est important de mener des actions. Donc, j'ai parlé des situations, des actions que nous menons. Et j'ai aussi parlé des filles qu'on a réussi à sauver de ce fléau-là pour montrer que c'est noir, mais il est possible d'apporter de la lumière pour inciter des personnes à mener des actions. D'accord. Voilà, chers autres invités, ce plateau, c'est le vôtre, ce n'est pas mon émission en réalité. Je ne veux pas me l'approprier. Donc c'est pour ça que je vais aller vers vous pour vous donner la parole. En réalité, c'est vous qui devrez être sur ce fauteuil. Donc je viens vers vous pour vous donner la parole pour que vous compreniez davantage ce que Gloria et Chanceline sont allées donc faire respectivement au Burkina Faso et en France. Donc tous ceux qui ont des questions peut-être à poser à ces 2 invités, le micro est ouvert. Vous avez certainement le micro qui est la première personne qui veut intervenir, qu'elle prenne le micro et qu'elle parle. Allez-y. Vous vous levez, vous vous présentez et vous posez votre question. Je m'appelle Sonek Bernadette, élève en classe de 3e au CE1 à Franco. Comme question, que prévoit le Code de l'enfant en matière de grossesse précoce? Ma question s'adresse à Chanceline. Chanceline? Ok. Allez-y. Merci. Le Code de l'enfant en matière de grossesse sur mineur prévoit que l'auteur doit prendre en charge tout ce qui entoure le soin de la fille qui est tombée enceinte, si la fille est mineure, les frais de maternité, suivi, prendre soin jusqu'à l'accouchement pour que la fille ait l'épanouissement qu'il faut. Dans le cas où l'auteur de la grossesse est aussi mineur, ce sont ses parents qui prennent en charge tout ce qui entoure la grossesse. Voilà. Gloria, certainement quelque chose à ajouter. Sinon, on va évoluer avec les questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public à votre niveau? Prenez le micro et posez vos questions. Je m'appelle Bami Hortense. Je suis élève en classe de 3e. Comment faire lorsqu'on est menacé par son professeur qui proclame notre échec si nous ne répondions pas à son rendez-vous? Ma question s'adresse à Gloria. Gloria, une question pertinente. Comment faire face à ces professeurs qui harcèlent leurs élèves? Lorsque le professeur harcèle l'élève, il faudrait que l'élève ait le courage d'aller dénoncer ce professeur-là sans peur, d'aller le dénoncer aux membres de l'administration. Donc, si, je suppose, le professeur, vous êtes en classe, et le professeur vous dit « je veux te voir à tel endroit, à telle heure », vous ne répondez pas, le lendemain, vous venez faire une interrogation ou bien un truc du genre et il met l'accent sur vous de façon négative, il faudrait que vous ayez le courage d'aller dénoncer ce professeur-là auprès de l'administration, soit forcément la mauvaise note. Est-ce que déjà, à l'étape de l'invitation, déjà, il ne faut pas interpeller ce professeur? Oui, il faudrait le dénoncer aux membres de l'administration et pourquoi pas le dire à ses parents aussi, parce que les parents, vraiment, je ne crois pas, les parents ne seront jamais d'accord avec cela. Donc, avec l'aide des parents, de ses proches et autres, on peut aller dénoncer ce professeur-là si on n'en a pas le courage. Gloria, il y a Chanceline, plutôt, il y a des enfants, des élèves qui ont peur de leurs parents, qui ne peuvent pas dire à papa, voilà, le professeur me fait des avances. Oui. Est-ce que vous pensez que dans ces situations-là, est-ce que dans ces conditions, l'enfant peut
peut dénoncer le professeur à ses parents? C'est vrai que c'est difficile. S'il n'y a pas un système de dialogue à la maison, ce sera difficile pour l'enfant. Oui. Mais déjà qu'il y a des représentations de l'ANASEB dans l'école, il y a des professeurs qui travaillent avec ces enfants-là. C'est déjà une opportunité pour l'enfant de se rapprocher d'un de ces personnes qui travaillent avec eux et de leur raconter le problème. Et dans le cas où ce ne serait pas possible, il y a toujours des personnes sur qui on peut compter autour de nous et à qui on peut aller dire ça, qui peut nous porter une aide aussi. Il y a aussi une livette qu'on peut appeler aujourd'hui pour parler quand vous êtes harcelé et les personnes... C'est quoi la ligne? Le 73-44, qui est une livette de ABMS. Et en cas de pression, de violence à l'école, vous pouvez appeler la ligne et vous plaindre et il y aura les secours qui vont venir. Bien sûr. Ajoutez, allez-y. On peut aussi se plaindre auprès du centre de promotion sociale de sa commune. Donc voilà, ou bien, si on ne veut pas aller au centre de promotion sociale, on va au tribunal des mineurs. Oui. Ou bien, et dans les centres Amour et Vie ou dans les ONG. Tout à fait. Voilà, donc vous avez noté. Est-ce qu'il y a encore une question? Oui, allez-y. Je m'appelle Kedesme Marie-Madeleine. J'ai 17 ans. Je suis en classe de seconde au CEG Sainte-Rita. Ma question est la suivante. Pourquoi certains parents n'aiment pas dialoguer avec leurs enfants sur la sexualité et ses conséquences? Ma question s'adresse à Chanceline. Chanceline, la question des parents revient. Alors, oui. Pourquoi certains parents sont hostiles au dialogue? D'abord, je vais dire qu'on ne peut que donner ce qu'on a reçu. La génération de nos parents était une génération où tu n'as pas la parole, tu te tais et tu exécutes, tu fais sans demander. Nous, avec notre génération, on est beaucoup plus ouverts, il y a Internet, il y a tout. Donc, les parents, puisqu'ils n'ont pas été élevés dans une société où on peut dialoguer ouvertement de la sexualité qui est encore tabou chez nous, ils veulent en parler, mais c'est difficile pour eux aussi. Pas qu'ils n'aiment pas, ils veulent, mais c'est comment trouver le créneau ou l'opportunité, l'occasion pour en parler avec son enfant qui est un peu difficile. Moi, je pense qu'on peut suivre l'enfant et profiter des occasions que l'enfant essaye de créer pour en parler. Par exemple, devant un feuilleton où les gens commencent pas à se donner des bisous, les parents renvoient. Les parents qui coupent, ou les parents renvoient. Moi, je pense que c'est l'occasion. C'est une occasion pour discuter avec les enfants et leur donner de conseils, de directives pour avoir une vie saine et positive. Donc, les parents, s'ils n'ont pas, je ne sais pas, s'ils ne trouvent pas les moyens pour aller directement, de profiter de l'occasion que les enfants créent eux-mêmes pour en parler. Ce serait l'idéal, selon moi. D'accord. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Sinon, on passe à une autre question. Allez-y. Moi, je m'appelle Disso Chimène. J'ai 15 ans. Je suis élève en classe de 3e au CEG Sainte-Rita. Ma question est la suivante. Existe-t-il une loi pour punir les auteurs des grossesses en milieu scolaire? Ma question s'adresse à Chanceline. Chanceline, vous êtes aujourd'hui acculée, hein? Voilà. Est-ce qu'il y a une loi aujourd'hui pour sanctionner ces auteurs? Oui, il y a une loi pour sanctionner les auteurs. Et là, nous allons demander la contribution aussi de l'UNICEF, qui est justement, de l'autre côté, et pas seulement vous appuyer. Les grossesses, n'importe quelle violence, n'importe quelle pression, il y a une loi qui protège l'enfant et qui punit. Je pense qu'on va demander l'aide de la représentante de l'UNICEF pour nous en parler. Alors, à l'UNICEF, est-ce qu'il y a une loi aujourd'hui qui protège les enfants contre ceux-là qui sont auteurs de ces grossesses? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Le Code de l'enfant, en son article 331, est clair par rapport aux auteurs de grossesse en milieu scolaire. Et la peine, c'est de 3 jusqu'à 5 ans. Oui. Et d'une amende assortie jusqu'à 500 000 francs CFA. Et donc, quiconque est auteur de grossesse en milieu scolaire, la loi est claire là-dessus et les magistrats, les cadres de justice sont là pour appliquer la loi par rapport à ça. Et si ça se fait entre adolescents, entre élèves, si ce n'est pas peut-être son professeur, c'est entre les deux élèves, ils s'entendent et puis bon, le garçon il enceinte la fille. Entre enfants, je pense que Chanceline a abordé tout à l'heure, et les parents de l'enfant doivent supporter l'enfant qui est tombé enceinte dans ce cas. Et doivent prendre tout en charge
afin que cet enfant, qui est elle-même enfant, puisse supporter la grossesse, puisse vivre dans des conditions normales jusqu'à l'accouchement et que les besoins de l'enfant soient pris en charge par les beaux-parents de cette fille. Oui, je pose la question exprès parce qu'il y a des parents qui renvoient l'enfant garçon, ils le renvoient de la maison et les deux enfants se retrouvent dans la rue. Voilà. C'est pour ça que normalement, il y a les sensibilisations qui doivent se faire. On doit essayer, comme l'a dit tout à l'heure Chanceline et Gloria, communiquer avec les enfants. Au Bénin, on constate qu'il n'y a pas vraiment la communication. On considère les questions de sexualité comme chose taboue. On ne communique pas avec les enfants. Mais si vous ne communiquez pas avec l'enfant, l'enfant sort, il trouve une autre éducation dehors. Et ça va peut-être le contaminer. Donc, quand l'enfant tombe enceinte en ce moment, il y a lieu de faire en sorte de le protéger, de la protéger, elle et son enfant. Parce que le code a été clair là-dessus et les auteurs aussi doivent être sanctionnés. Maintenant, si c'est rien que des enfants, il faut voir, au niveau de l'éducation, on accepte que l'enfant continue son éducation avec la grossesse. Mais ce n'est pas une chose que nous approuvons. Mais au cas où ça va venir, il faut laisser les enfants. Voilà. D'accord, il y a aussi ces enseignants qui renvoient ces élèves filles. Alors, c'est une méconnaissance de la loi. Parce que si vous vous rappelez, cette année, il y a le ministre des enseignements secondaires qui a fait sortir une circulaire par rapport aux grossesses en milieu scolaire. Si on se réfère à l'année 2016 et l'année scolaire 2016-2017, il y a près de 3045 enfants qui étaient en état de grossesse. Et donc, si l'enseignant renvoie l'enfant, si on doit renvoyer tous ces enfants, alors il y a un problème qui se pose. Donc, c'est pour ça qu'au niveau de la circulaire et au niveau de la loi aussi, on dit qu'on peut permettre à l'enfant de vraiment continuer l'école, mais jusqu'à terme, et pouvoir continuer aussi son cursus scolaire. D'accord. Alors, donc, cette émission se poursuit également avec vos questions qu'on va continuer. Donc, on continue avec les questions. Ceux qui ont des préoccupations, allez-y. Moi, je m'appelle Tchak Gérardine. J'ai 15 ans. Je suis en classe de 4e au CE Saint-Rita. Ma question est, à quel âge devrait normalement avoir un petit ami? Ma question s'adresse à Chanceline. Ah, Chanceline, il faut partager tes questions avec Gloria. Je crois que Gloria veut répondre. Bon, Gloria, à quel âge elle a souhaité, mais moi je vous la pose directement. À quel âge un jeune homme ou une jeune fille peut avoir déjà un petit ami? Selon moi, un jeune homme ou une jeune fille peut avoir un petit ami lorsqu'il ou qu'elle a 18 ans ou plus. Est-ce que c'est prévu par les tests? Non, les tests n'ont pas parlé de l'âge qu'il faut pour avoir de petits amis. Donc, pour moi, pourquoi j'ai dit selon moi, c'est à partir de 18 ans. Parce qu'à 18 ans, l'enfant, on peut dire, enfin, il est un peu mature. Donc, c'est ce qu'il fait. Et quand est-ce qu'il doit avoir de rapports sexuels? Est-ce qu'il doit en avoir ou est-ce qu'il ne doit pas en avoir? Est-ce qu'il aime vraiment son ou sa partenaire? Donc, moi. L'enfant est majeur à 18 ans, on a la majorité. Et vous? Ouais, pour ajouter, d'abord, il n'y a pas un âge standard et tout. Mais je pense qu'il faut y aller quand on se sent prêt et quand on a la capacité qu'il faut pour savoir ce qui est bien ou mauvais et ce qu'il nous faut et comment gérer la pression aussi. Donc, un peu dans la majorité. Je sais qu'à cet âge, on sait déjà ce qu'on veut. Comment vous avez su qu'il y a la pression Parce qu'on a vécu au collège, il y a la pression des amis, des copines et tout. Vas-y, fais ci, fais. Donc, si tu n'es pas suffisamment informé, tu vas faire ce qu'ils disent et après, tu auras des conséquences. Mais quand tu es prêt dans la tête et aussi physiquement, je crois que c'est toujours mieux. Plus tard, c'est toujours plus sûr. Ah oui. Est-ce que vous êtes prête? Vous avez 15 ans, donc il y a Gloria qui propose d'avoir 18 ans d'abord, d'attendre d'avoir 18 ans avant d'avoir un petit ami. Est-ce que là, maintenant, vous vous sentez prête? Prenez le micro. Non. Vous ne vous sentez pas prête. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? On va évoluer. Oui,
Allez-y. Oui, de ce côté, oui. Allez. Je m'appelle Boubacar Zénab. J'ai 13 ans. Je suis en classe de 4e au CEG Ouéra. Ma question est, comment l'ANASEP a-t-elle réussi à réaliser un livre de plaidoyer mis aujourd'hui à la disposition des enfants au Bénin et à l'Afrique de l'Ouest? Ma question s'adresse à Gloria. Gloria. Merci. Le plaidoyer. Le livre de plaidoyer, en fait, c'est ça. C'est ce livre-là. Ce livre, c'est un recueil disons, c'est ce que les enfants veulent. Les problèmes qu'ils ont recensés dans leurs diverses communes. Et ils ont fait un cri à l'aide aux autorités. Donc, pour l'édition de ce livre de plaidoyer, avec la conscience que les enfants ont prise et avec l'appui des partenaires techniques et financiers. Et je mets l'accent sur l'UNICEF, donc avec cet appui-là. Nous avons pu éditer ce livre de plaidoyer-là, que je montre encore. Oui. Donc, il est à la disposition, pas de tout le monde, mais on va, et grâce toujours à l'appui de l'UNICEF, qui ne cesse de nous soutenir, nous allons continuer par on reproduit pour que ce livre soit accessible à tous les enfants. Donc, voilà un peu comment nous avons pu éditer ce livre de plaidoyer. Oui. Est-ce que vous sentez que ce livre est accepté de tous? Parce que vous avez dit que c'est le bon vouloir des enfants. Est-ce qu'il faut céder à tous les caprices des enfants? Est-ce que c'est des caprices que... Non, parce que... ce ne sont pas des caprices, ce sont les problèmes que les enfants vivent chaque jour, qui vivent autour d'eux. Donc, c'est ces problèmes-là. Ils en ont marre de ces problèmes-là. Ils veulent... Oui, allez-y. Ils veulent qu'on règle ces problèmes-là. Donc, c'est pour cela qu'ils ont fait un cri à l'aide aux autorités pour que ces autorités-là puissent régler les problèmes qu'ils ont recensés. Donc, ce ne sont pas des caprices d'enfants. Et comment vous faites pour sensibiliser vos pères ou pour sensibiliser les parents sur ce que vous avez consigné dans ce livre? Bon, de notre côté, nous, on fait des tournées de plaidoyer. On fait plusieurs tournées de plaidoyer. On fait de nombreuses émissions et radios. Et nous passons dans les radios, nous passons dans les écoles. Nous faisons des campagnes. Nous faisons aussi nous faisons des activités au bord des routes. Par exemple, pour les enfants qui prennent de l'alcool. Nous voulons que les parents ne les punissent pas parce qu'ils prennent de l'alcool, mais que les parents puissent dialoguer, puissent parler avec ces enfants-là. Donc, la dernière fois, nous étions au bord des feux à Parakou et nous avons pu... Des feux tricolores. Des feux tricolores, oui. Donc, nous avons fait une activité au bord de ces feux-là pour que les parents, un temps soit peu, puissent écouter les enfants, qui ne les punissent pas sans les écouter. Chanceline, vous avez déjà parcouru le document, vous? Non, pas encore. Mais l'initiative, déjà, oui. Comment vous l'appréciez? Moi, je trouve l'initiative très, très louable parce que aujourd'hui, on ne va pas dire que ce sont des caprices qui sont dedans, mais des problèmes clés. En fait, c'était pour la taquiner. Des problèmes clés auxquels il faut apporter des solutions pour les enfants. Surtout qu'aujourd'hui, dans notre société, il y a encore des parents qui pensent que l'enfant n'a aucun droit, que l'enfant doit faire ce que les parents disent. L'enfant est considéré comme un patrimoine, pas un être humain à qui on peut donner de la valeur. Une main d'œuvre. Voilà. Donc, c'est vraiment important de vulgariser le contenu de cet ouvrage pour permettre aux parents de contribuer à être acteurs de l'épanouissement de l'enfant. D'accord. Parlant de la vulgarisation, qu'est-ce que vous souhaitiez de la part de l'État, par exemple? Vous avez donc, c'est à votre initiative. Quelle est donc l'attitude des décideurs face à ce document? Moi, je voudrais, parce que c'est une doléance, j'aimerais que les décideurs à divers niveaux puissent permettre que ce livre, ce document-là, soit accessible à tous les enfants, que les décideurs même puissent prendre ce document et pour qu'ils puissent le parcourir et voir un peu les problèmes qu'il y a dans les diverses communes, qui ne voient pas ça comme, bon, ils ont envie de s'amuser ou quelque chose du genre. Donc, ou comme je l'ai dit, les caprices des enfants. Donc, qu'ils taillent beaucoup d'importance à ce document-là et qu'ils permettent qu'il soit accessible, comme je l'avais dit, à tous les enfants du Bénin. Et pourquoi pas d'autres pays.
Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, on va donner le micro. Prenez le micro et remettez celle qui est de l'autre côté. Oui. Allez-y, posez votre question. Bonjour, je m'appelle Ayatollah Divin. J'ai 11 ans. Je suis en classe de 4e au CEGEORERO. Ma question est, quelles sont les conséquences d'une grossesse précoce? Ma question s'adresse à Chanceline. Une grossesse précoce. Les conséquences. Les conséquences d'une grossesse précoce sont d'abord énormes. Dans notre société, ce n'est d'abord pas accepté qu'un enfant, en étant enfant, porte aussi un enfant. Donc d'abord, quand la jeune fille tombe enceinte, il y a une stigmatisation qui se dessine entre ses amis et même à la maison. Elle est vue comme quelqu'un de profané et parce qu'elle a une grossesse, elle est tombée enceinte. En dehors de ça, il y a les parents qui ont suffisamment mal parce qu'ils ont quand même investi sur la fille et plus tard, ils espèrent que cette fille va porter haut leur nom. Et à cause d'une grossesse, elle se voit peut-être, je ne sais pas, à la maison sans aller à l'école. Les parents ont suffisamment mal. Et c'est cette colère-là qui les amène à envoyer aussi la fille de la maison. Et il y a aussi le fait que la fille, elle a ses rêves, elle avait des ambitions. On ne va pas dire qu'elle voulait de cette grossesse-là. C'est pour cela que la grossesse est d'ailleurs précoce. Donc, voir ses rêves effondrés, voir toutes ses ambitions ne pas se réaliser, elle se dit qu'elle n'est pas faite pour réussir, elle ne s'estime plus assez, elle ne voit plus une autre occasion d'avoir une vie meilleure. Donc, tous les jours, elle est pessimiste, elle ne pense pas les choses du bon côté. Elle voit le monde s'effondrer autour d'elle. Voilà, et tout. Elle ne va plus à l'école, dans la plupart des cas. Mais si elle bénéficie de l'assistance qu'il faut, elle pouvait quand même continuer ses études et réaliser ça. Parce que cette grossesse n'est pas la fin du monde. C'est venu, mais elle peut encore aller de l'avant. Et c'est sur ce point qu'il faut travailler avec la fille. Pas pour se répéter, Gloria, est-ce que ces grossesses, comment faire pour les éviter? Pour éviter cette grossesse, il faudrait qu'on puisse mettre tout le monde au même niveau d'information. Parce que le problème de la cause réelle des grossesses, c'est l'information. Les enfants ne sont pas informés. Les parents, pour eux, il y a des coutumes qui disent non, on ne va pas parler de sexualité, c'est un sujet tabou, c'est un sujet ci, ça. Oui. Donc, vraiment, il faudrait qu'on informe les parents pour leur dire que le monde a évolué. On est au 21e siècle. Donc, il faudrait que les enfants soient informés. Et on doit avoir des systèmes d'éducation sexuelle dans toutes les écoles. Donc, avec tout ceci, on pourra réduire le taux de grossesse au milieu scolaire. Est-ce qu'il y a... Oui, allez-y. Ouais, je voulais ajouter quelque chose. J'ai généralement sur le terrain, quand on dit souvent qu'il faut informer pour lutter contre les grossesses, il y a des parents qui nous disent, et il y a aussi d'autres jeunes comme nous qui nous disent que la fille à la maison ne trouve pas à manger, c'est difficile pour elle d'avoir 25 francs dans la journée. Donc quand un garçon lui propose 500 francs, elle se voit dans l'obligation de se laisser. Mais si cette fille était suffisamment informée, elle allait savoir que le sexe n'est pas en contrepartie de quelque chose, c'est quand tu es prêt et quand tu veux. Donc c'est vraiment important d'informer. La pauvreté directement n'est pas une cause. Si on outille suffisamment la fille, elle s'estime assez, elle n'allait pas se laisser à cause de 1000 francs ou 500 francs. Donc c'est vraiment important ce que Gloria a dit. Il faut informer la fille, il faut éduquer, il faut discuter de la sexualité. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je m'appelle Tissot Ulrich. J'ai 15 ans, je suis élève en classe de 3e au CE Saint-Rita. Et vous êtes apparemment ému par tout ce que vous avez entendu? Bon, allez-y. Je vous sens un peu fatigué, c'est ça? Que peut-on faire pour que la sexualité ne soit plus un sujet tabou dans l'éducation sexuelle, dans l'éducation familiale? Ma question s'adresse à Gloria. Gloria, vous avez des clients aussi. Allez-y. Pour que la sexualité ne soit plus un sujet tabou dans l'éducation familiale, on revient toujours à ce qu'on avait dit, l'information. Tout à fait. Donc cette fois-ci, ce n'est pas les enfants qu'il faudrait informer, mais les parents.
il faudrait les informer pour dire, comme je l'avais dit, on est au 21e siècle. Comment les informer? Parce que c'est beau de dire, mais comment on les informe? Est-ce qu'il faut les réunir ou il faut passer de maison en maison? Voilà. Si on parle de les réunir, il y aura d'autres parents qui ne viendront pas. Donc, si on peut trouver un moyen, un système pour pouvoir passer dans toutes les maisons, pour pouvoir informer ces parents-là, parce qu'on ne peut pas parler le français à tout le monde. Peut-être traduire votre document en langue nationale. Oui. Voilà. Est-ce que vous avez déjà entrepris les démarches? Bon, on a entrepris des démarches, mais on n'a pas encore sorti le livre traduit. Traduit, d'accord. Voilà. C'est peut-être des actions, des perspectives. Oui. D'accord. Allez-y. Oui. Je disais, il faudrait passer dans chaque maison pour informer. Et les personnes qu'il faudrait informer le plus, c'est le père. Parce que c'est lui. Souvent, la mère, elle est très sensible, elle est facile à convaincre. Mais le père, lui, il est rigoureux. Il dit non, c'est pas comme ça, c'est ce que mon père, ce qu'on fait depuis le temps de mes pères, c'est ce qu'on va faire jusqu'à ce que toi, tu grandisses. Donc, il veut ressortir la même éducation qu'ils ont reçue. Donc, souvent, ça se passe aussi dans les familles. Dans ma famille, par exemple, ma mère me dit, dans mon temps, on ne faisait pas comme ça. Je dis, ma chère, le tonton, c'est tonton. Maintenant, on est au 21e siècle. Donc, il faudrait vraiment que ces parents-là soient informés et qu'on les incite à informer à leur tous les enfants. Donc, on pourrait faire comme action, je propose pêle-mêle. Allez-y. On pourrait faire des sketchs, des projections de vidéos. Tout à fait. On pourrait monter des théâtres. Ce sont des actions qu'on pourrait faire pour que la sexualité ne soit plus un sujet tabou. D'accord. Allez-y, complétez. Je voudrais aussi ajouter sur le comment, puisque j'ai monté une fois une pièce de théâtre sur le dialogue parent-enfant sur la sexualité. J'ai joué à la fin. Il y a un parent qui m'a approché. Enfant, il m'a demandé, est-ce que vous nous demandez d'inciter les enfants au sexe? Donc, il y a déjà ils ne comprennent pas forcément. Donc, quand on dit on veut informer les parents sur la sexualité. Déjà, dans leur tête, c'est qu'on veut rendre les enfants dépravés ou pervers. Mais si on utilise les termes dilués on veut peut-être aider les enfants à aller à la fin de leurs études, ne pas se laisser au comportement limiter les à sorties, risque. oui. Et utiliser le jargon de ses propres parents, la dire sexualité toujours comme ils ne sont pas habitués à ça, ça leur fait un peu un hic. Donc on peut utiliser aussi leur système. On veut travailler avec les enfants pour les aider à mieux réussir leurs études sans tomber, puisque aucun parent ne voudrait que son enfant n'aille pas à l'école, que son enfant tombe enceinte, se retrouve à la rue et tout, mais c'est le comment qui fait qu'on ne s'entend pas. Donc on peut s'intégrer au monde de ces parents-là et faire des acteurs. D'accord. Une autre question. Moi, on m'appelle Osé Morel Kaposisi. J'ai 15 ans, je suis en seconde au CGE Zobodome. Ma question s'adresse à Gloria. Quels sont les sujets que les autres enfants ont développés durant Africa Dialogue 2018? Africa Dialogue 2018. Merci. Il faut d'abord dire, moi, j'ai représenté le Bénin. Le sujet que moi j'ai développé, c'est la participation des enfants à la démocratie locale. Donc, Bénin est un pays démocratique. Oui. Les institutions fonctionnent normalement, nous avons les présidents qui se succèdent, et puis la presse, la libéralisation de l'espace audiovisuel, et puis bon, la liberté d'expression est de mise au Bénin. Oui. C'est ce qui vous donne l'occasion de venir parler. Donc allez-y. Oui, donc moi je veux que les enfants participent aux prises de décision les concernant. Donc c'est ce que je suis allée dire là-bas. Et comme le Burkina Faso était le pays qui nous a accueillis, il y avait plus de speakers venant du Burkina. Il y en a d'autres. Il y a un qui a parlé de l'éducation. Qui a parlé de l'éducation. Il veut que les enfants soient même, qu'on les considère également, les enfants handicapés ou non, qu'ils soient vus de la même manière. Il y a une qui a parlé des menstruations qui sont pris comme un sujet tabou, tout comme la sexualité ici. Donc, dans son pays, les menstruations, les enfants qui ont leurs menstrues, leurs règles. Précocement, c'est ça? De manière précoce? Est-ce qu'il y a de menstrues précoces? Oui. Ah, est-ce qu'il y en a? Bon,
ne suis pas médecin, mais allez-y, vous m'avez... Puisque c'est naturel, c'est pas quelque chose que nous provoquons nous-mêmes. Oui. Donc, ça peut être à cause de l'alimentation de la fille, ça peut venir un peu plus tôt. Mais est-ce que c'est précoce? Oui, mais quand ça vient plus tôt, et certainement, il y a des parents qui pensent que c'est une anomalie. Oui. Et ils commencent par développer des résistances. Voilà. Allez-y. Oui. Elle a parlé des menstruations qui sont prises comme un sujet tabou chez elle. Il y a un autre qui a parlé du VIH-Sida. Il rêve d'une Afrique où tous les enfants qui ont le VIH-Sida ou qui n'en ont pas soient considérés de la même manière, qu'on les traite sur le même pied d'égalité. Oui. Donc voilà. Autant de sujets. Hein, oui, la représentante du Niger, elle a parlé du réchauffement climatique, du changement climatique. Oui. Donc, elle a dit que... Qu'il fait chaud là-bas, il fait plus, des fois à Niger, plus de 39 degrés. Ah oui. Donc, elle rêve d'une Afrique où il n'y a plus de pollution. Donc, elle a dit que c'est parce qu'il y a la pollution qu'il y a le changement climatique et que l'auteur principal, c'est l'homme. Donc, elle a géré sa thématique un peu autour de... Est-ce que vous savez que Cotonou fait partie des villes les plus polluées de l'Afrique? Est-ce que vous le savez? Bon, quand moi je me promène dans Cotonou, je me dis, il y a des endroits qui ne sont pas vraiment propres. Ah oui. Ouais. Mais il y en a d'autres qui sont propres. Il y en a qui sont propres. Et quand l'enfant habite dans ces endroits, l'air que l'enfant inhibe, ça cause des problèmes pour sa santé. Donc c'est aussi important de créer un cadre idéal pour l'enfant. Tout à fait. Ouais, elle a ramené le sujet sur son terrain. Voilà, on continue. La représentante du Niger a parlé du changement climatique. Les représentantes de la République démocratique du Congo et du Cameroun ont parlé de l'éducation. Elles veulent que tous les enfants, filles comme garçons, handicapés ou non, tous les enfants aillent à l'école, soient éduqués, reçoivent une éducation. Et elles ont donné des exemples palpables, des exemples où on est juste allé jusqu'à pleurer. Donc, vraiment, c'est ce dont elles rêvent. Je crois que... On ne va pas tout étaler sur ce plateau, sinon on ne va pas finir. S'il y a d'autres questions, on va continuer, on va évoluer. Moi, c'est Kedesme Marie Mat. J'ai 17 ans. Je suis en classe de 3e au CEG Saint-Rita. Ma question s'adresse à Chanceline. Comment peut-on prévenir les grossesses en milieu scolaire? Bon, Chanceline, je crois que ça a été abordé, mais vous allez vous répéter, allez-y. Oui, comment on peut prévenir les grossesses en milieu scolaire? C'est déjà qu'il y a un phénomène auquel il faut lutter, c'est la sexualité précoce. Les jeunes vont, aujourd'hui, la réalité est que les jeunes vont beaucoup plus au sexe. Et dans quelles conditions, sans protection? Est-ce parce que à cause des nouvelles technologies, ce qu'on voit? Justement, oui, il y a des réseaux sociaux. Nous voyons on a envie de reproduire. Il y a aussi l'influence des amis qui nous disent qu'il y a le plaisir dans le sexe, il faut faire, et ça ainsi. Et aussi, puisque les enfants ne discutent pas de ça à la maison, ils ont envie d'aller voir ce que c'est. Et il faut d'abord lutter contre la sexualité précoce. Le sexe, moi, mon papa, il me disait, le sexe, c'est là, ça ne bouge pas, mais ton avenir peut te filer entre les doigts. Donc, il faut chasser ce que tu as l'occasion, tu as une seule chance de garder et que de courir derrière quelque chose qui t'attend durant toute ta vie. Donc, il faut lutter contre la sexualité précoce et il faut aussi aller au sexe quand on est prêt, comme on l'a dit, quand on te sent, quand on peut faire la différence entre le bien et le mal, quand on peut résister à la pression des pères et aussi au cas où c'est arrivé. Vous avez proposé la majorité déjà à 18 ans. Voilà, justement. On peut avoir 18 ans et ne pas être prêt. Justement. Voilà, d'accord. Donc on continue. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Moi, on m'appelle Miwanou Fanny. Je suis élève au CEG Ouéro en classe de 3e. J'ai 13 ans. Ma question est, est-ce qu'on peut organiser Africa Dialogue en 2019 au Bénin? Africa Dialogue. Abrité par le Burkina Faso, est-ce que le Bénin peut accueillir cet événement en 2019? Oui, le Bénin peut accueillir. Est-ce que vous avez fait le plaidoyer là-bas? Oui, on a postulé pour qu'il y ait l'organisation du Africa Dialogue ici au Bénin. Moi, je me dis, le Bénin, c'est le pays
comme un pays comme tous les autres pays, c'est un pays comme le Burkina Faso, c'est le pays béni. Donc, il faudrait qu'on puisse se rendre compte de ça. On peut bel et bien organiser Africa Dialogue au Bénin. Il suffit d'avoir la volonté, parce que vouloir, c'est pouvoir. Si vous avez la volonté, c'est fini. C'est les autorités qui... Oui, il faudrait que les autorités s'engagent. Parce que nous, les enfants, nous voulons ce réseautage-là. Nous voulons avoir ce networking-là entre d'autres adolescents. D'accord. Est-ce que vous pouvez les amener, attirer leur attention sur ça, oui. Parler directement? Oui. Bon. Chères autorités, j'aimerais que vous ayez la volonté de nous aider pour que nous puissions réaliser toutes nos actions, parce que c'est pour le bien-être de l'enfant. Et j'aimerais aussi particulièrement que l'organisation de Africa Dialogue édition 2019 se passe au Bénin, parce que le Bénin, comme je l'ai dit, c'est un pays comme tous les autres, donc il faudrait qu'on fasse la promotion en quelque sorte du Bénin. Il y a peut-être beaucoup d'atouts que les autres n'ont pas. Voilà, le Bénin a beaucoup, souvent je sais pourquoi on dit le pays béni. Voilà, d'accord. Allez-y, vous avez aussi une question? Je m'appelle Chidjou Bayanat, j'ai 11 ans, je suis en classe de 4e. Ma question est, est-ce que les enfants ont le droit d'utiliser les méthodes contraceptives? C'est adressé à qui? C'est peut-être moi. Ma question s'adresse à Chanceline. Ah bon, d'accord. Chanceline, c'est les enfants, les méthodes contraceptives. Je veux parler sur deux volets. D'abord, dans les critères de l'OMS, pour accorder une méthode de contraception, il n'y a pas l'âge. Donc, normalement, une fille qui va dans un centre et fait savoir le besoin d'obtenir une méthode de contraception, on devait pouvoir lui accorder cette méthode de contraception. Puisque ce que nous remarquons, c'est que si on ne lui donne pas, et la réalité est qu'elle subit la pression de dire elle va faire, elle tombe enceinte peut-être, ou elle décide d'avorter, elle peut aller prendre quelque chose qui n'est pas recommandé et peut-être, je ne sais pas, forer la mort et tout. Donc, pour éviter tout ça, puisque l'âge n'était pas dans les critères, on peut accorder à une fille. Mais l'idéal, c'est de retarder la première expérience, car plus tard, c'est plus sûr. Est-ce que ce n'est pas scandaleux, les enfants qui vont prendre des pilules ou qui vont déjà s'adonner aux méthodes contraceptives? Oui, c'est très dangereux. Il y a un médecin à Parakou qui nous a dit que les enfants n'ont pas le droit d'aller aux méthodes contraceptives. Même dans la Bible, c'est écrit, c'est interdit, parce que c'est la perte de la vie de quelqu'un. C'est comme tuer, c'est comme le meurtre. Mais vu l'urgence qu'il y a, vu le problème que ça engendre, il faudrait que on pourrait accepter que l'enfant aille aux méthodes contraceptives. Mais l'idéal, comme l'a dit Chanceline, c'est d'attendre. Voilà. Pour notifier rapidement, toutes les méthodes ne sont pas destinées aux enfants. Voilà. Toutes les méthodes ne sont pas destinées aux enfants. Il y a encore beaucoup de questions dans le public, des enfants qui ont envie de s'exprimer, qui ont envie de comprendre, mais nous sommes pressés par le temps. La journée mondiale de l'enfance, le 20 novembre, est-ce que vous avez un message, vous, en 5 secondes? Voilà. Oui, moi j'ai un message. D'abord, vous voyez, c'est Go Blue, tout le monde en bleu pour les enfants. Donc j'incite tout le monde, puisque nous sommes tous des acteurs de changement, à s'engager pour la protection, l'éducation et l'épanouissement de l'enfant, puisque l'enfant, c'est l'avenir du monde. Merci. Gloria. Merci. En 5 secondes. OK. Donc, comme l'a dit Chanceline, tout le monde en bleu le 20 novembre pour la journée mondiale de l'enfant. Il faudrait que tout le monde puisse prendre conscience de l'importance capitale de l'enfant, parce que si on considère que tous les enfants ne sont pas bien traités, qui sera à la tête demain? Ce ne sont pas les grandes personnes qui vont partir nous laisser. Personne ne va plus gérer quelque chose. Donc, il faudrait que les grandes personnes et même les enfants puissent prendre conscience de leur importance et travailler pour promouvoir l'excellence et réussir. Merci à vous, Gloria. Merci, Chanceline. Merci à vous, aux autres invités. L'enfant, c'est l'avenir, c'est ce que vous avez voulu dire. Oui, c'est sur donc cette expression que nous mettons un thème à cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis chez vous et à très, très bientôt. Je pense à toi,
suis jeune, subis la dureté de la vie. Ange au doux regard, gorgé de bonté, a déjà le cœur meurtri par l'inconscience de